Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Ravie de vous voir pour cette conférence autour des enjeux du premier livre photo. Alors, on va pendant cette heure et demie nous intéresser à un objet qui reste central dans le parcours du photographe et qui a une place déterminante voilà, dans son parcours. Et juste à la fin, il y aura aussi la place à des questions, donc vous pouvez les réserver pour les poser. Et vous partez pas juste après les questions parce que derrière ça, on va annoncer les lauréats et les lauréates des bourses du premier livre photo. Catel, ça tu connais. Voilà, ça sera. Il y a trois lauréats ou lauréates et lauréates qu'on vous annoncera. Alors, je suis ravie de vous accueillir. On a ici deux couples. Deux couples éditeurs, photographes et une commissaire d'exposition. Catel Dalia, je vais commencer avec toi. Tu es une artiste diplômée des Beaux-Arts de Rennes. Je vais te laisser te présenter, ça sera plus simple, hein, tant qu'à faire. Donc oui, je suis diplômée des Beaux-Arts de Rennes, mais ensuite j'ai entamé une carrière dans le numérique, le digital, et en fait c'est à partir de 2015 que j'ai vraiment repris un peu ma pratique artistique. Et depuis, on va dire, depuis 2019-2020, je suis artiste à temps complet. C'est ça, tu as fait une reconversion. Juste, je précise quand même que ton travail s'intéresse à la manière dont les traces du passé se reflètent dans le présent et en particulier à travers dans le contexte de la migration. Et qu'en 2024, tu as publié Malta, Tunis, Marseille, exactement le livre que tu as dans la main, avec Images Plurielles, qui est ton éditeur Abed Abida. Et c'était donc ton premier livre photo, qui est le fruit d'un long processus aussi de recherche, de création, qui a été projet lauréat des bourses du premier livre photo Eyes Wide Open en 2023. Donc, Abed Abida, donc éditeur indépendant basé à Marseille. Qu'est-ce que tu peux nous dire de la maison d'édition rapidement, sa spécificité? Bonjour à tout le monde. Voilà, donc Images Plurielles, basée à Marseille. Ça fait 25 ans qu'on existe. Hein. J'y parce qu'il y a quand même une petite équipe avec moi. Et bien évidemment, le lien entre le projet de Catel et Images Plurielles, c'est aussi le sujet, puisque nous, on traite beaucoup de projets, on édite des livres, même des expositions qui ont un lien avec la trace, la mémoire des lieux, la mémoire des gens. Donc c'est un projet qui cadrait très bien. Donc voilà, on l'a accepté avec... On en reparlera. Pour quelles raisons aussi? Enfin, voilà, comment votre rencontre est arrivée, mais on va en parler juste après. À ta droite, donc, nous avons Maëva Benaïch. Donc, tu es photographe et autrice. Je vais te laisser te présenter. Je pense que c'est un bon exercice. En quelques mots, ton parcours et puis ton premier livre. Donc, je me suis reconvertie. À la base, j'étais ingénieure. Enfin, Tu as fait des études d'ingénieur. voilà, dans un cursus plus ingé. Et en 2018, je me suis reconvertie dans la photographie. Donc, j'ai fait une école de photo. L'EPTA à Toulouse, c'est ça? Ouais, c'était ça. Et j'en suis sortie en 2021 et depuis, je suis photographe. Voilà. Et tu as sorti ton premier livre, Oui. Si je ne me trompe pas, en 2022. 2023. 23, pardon, avec Staccato, qui est donc édité par Leitmotiv. Ici, avec Lorraine Becker. Donc, toi, tu es chargée d'édition chez Leitmotiv, qui est une maison d'édition installée à Lille. Bonjour à tout le monde. Alors, Leitmotiv, c'est une agence photographique qui a été fondée par Éric Lebrun en 1986. Éric Lebrun qui est dans le public là maintenant. Et à partir de 2010-2011, elle a ouvert ses activités à l'édition de livres photographiques. Et c'est vrai qu'avec... donc j'ai rejoint l'équipe de Leitmotiv en 2021. Et on fait beaucoup de livres documentaires avec parfois une tendance un peu
Sur l'imaginaire, le poétique, on fait pas mal de liens avec le texte et on met en association des vécus qui peuvent être personnels et individuels, mais qui se projettent sur des expériences plus collectives et des phénomènes plus sociaux. À ta droite, donc, Emmanuelle Alquin, commissaire indépendante, directrice artistique aussi. Depuis 15 ans, tu es aussi membre du collectif Fêtard. Donc voilà, moi je suis Emmanuelle Alquin, je suis historienne de l'art à la base. J'étais à l'école du Louvre, voilà, et je suis arrivée à la photographie par l'édition. Donc j'ai un parcours qui est en lien un peu avec tout ce dont on va parler ce soir, cet après-midi. J'ai commencé ma carrière donc par 10 années aux éditions de La Martinière, donc une grande maison. Qui a vécu ses grandes heures de la photographie au début des années 2000, voilà, mais une photographie très photojournalisme, photo de voyage, comme on disait à une époque, très en lien avec National Geographic. Donc mon premier background photo, il est celui-ci. Je suis restée 10 ans dans cette maison, je l'ai quittée parce que j'avais envie d'accompagner les artistes justement dans ce processus de narration, mais sur des cimaises, sur des murs, dans le cadre d'un environnement véritablement. Mais je continue en tant que freelance aussi à travailler un peu pour les éditions La Martinière, pour Flammarion et les éditions Alary. Mais maintenant, 80% de mon activité est dédiée au commissariat d'Expo, à travers le Festival Circulation et Collectif Fêtard, auquel j'appartiens depuis 10 ans. Également à travers la Biennale des rencontres photographiques du 10e, dont j'assure la direction artistique depuis 3 éditions maintenant. Et puis depuis 4 ans, je suis commissaire associée à Diaphane, qui est un centre d'art dans l'Oise. Et donc je m'occupe d'une grosse partie de la programmation des photonales. Voilà, donc j'ai une activité un peu diverse, on va dire. Eh ben merci. Je me présente aussi en 2 secondes. Je suis Véronique Prugnot, fondatrice et directrice associée de The Eyes, qui est une maison d'édition indépendante et aussi producteur culturel. On initie des projets comme des résidences, on fait des expositions, des festivals, et notamment nous avons initié avec mon associé binôme Vincent Marcilassi la bourse des premiers livres photos, et on vous expliquera aussi pourquoi on l'a fait. D'où ma présence ici pour animer cette conversation. Eh ben, on va commencer par le tout début, en fait. Comment ça se passe, en fait, dès le début? Qu'est-ce qui se passe alors, ça va être, voilà, vous deux, Catel et Maëva. Qu'est-ce que représentait, en fait, pour vous, le premier livre, avant même de le faire? Est-ce que c'était un rêve? Est-ce que c'était une stratégie? Voilà, qu'est-ce que vous disiez tout de suite? Initialement, en fait, mais c'est un projet, en fait, Malta, Tunis, Marseille, c'est un projet que j'ai en tête depuis de nombreuses années, et ça parle du parcours migratoire de ma famille paternelle maltaise. Et donc, comme je vous ai dit, avant, j'avais une carrière dans le digital, et à ce moment-là, j'avais commencé par écrire et essayer de collecter un maximum de souvenirs de mon père. Donc, c'était plutôt de l'écriture. Et ensuite, j'ai suivi une masterclass avec Sylvie Hugues et Flore, et j'ai entamé un premier chapitre sur la Tunisie. Et donc, ce premier chapitre, il a été exposé dans des festivals. Et donc, ça, c'était déjà un corpus d'images assez conséquent. Et ensuite, j'ai poursuivi ce projet sur Marseille et sur Malte, et ça a donné lieu à une exposition personnelle à Malte. Donc initialement, c'était plus une exposition, quelque chose qui se vit en grand, on interagit de cette façon-là. Et puis j'ai fait aussi une installation qui s'appelle Marie-Angèle, qui parle aussi de ce parcours migratoire, mais au travers de ma grand-mère. L'idée du livre, elle était un petit peu encore en background, elle était toujours là, mais voilà, c'était pas une finalité en soi. Et mais voilà, après ce corpus d'images assez important. En même temps que je faisais mes recherches, j'ai fait pas mal de recherches dans les archives nationales à Malte, départementales, etc., à Marseille. En même temps, je prenais des notes de toutes mes recherches. Il y a eu plein de de surprises, de chocs émotionnels pendant tout ce travail. Et du coup,
il y avait une narration qui commençait à se mettre en place et c'était pas juste la narration de l'histoire de ma famille, mais c'était aussi cette enquête. En fait, on s'est rencontrés aux Nuits photographiques de Pierre Vert en 2020. Et bon, à cette époque-là, j'avais pas du tout l'idée de publier un livre avec Abed. On avait des connexions parce qu'il travaille aussi sur l'Algérie, tout ce qui est décolonisation, etc. Donc ça m'intéressait. Et puis, il a dit une petite phrase qui avait... Il m'a dit, bah, si tu continues ton projet à Marseille, préviens-moi, on ira boire un café et tu me montreras où tu en es. Et du coup, ben, voilà, ça a été assez régulier où on se rencontrait. L'été 2022, je crois, avait sorti une collection. Il m'avait proposé de rentrer dans sa nouvelle collection, mais c'était pas le bon timing pour moi et j'étais pas prête en fait. J'étais pas prête. Et en fait, ce qui a vraiment été le déclencheur, c'est quand vous avez lancé cette bourse, The Eyes Wide Open, pour le premier livre photo. Bah là, je me suis dit, bah, peut-être que c'est c'est un signe et voilà, c'est là Ça a été un déclencheur. Voilà, c'est vraiment le déclencheur où je me suis dit, on essaye. À quel moment de ton parcours tu t'es posé cette question? Tiens, est-ce que c'était au début, dès le début, tu avais cette idée de livre en tête ou ça s'est fait comme Catel, un peu de manière un peu organique, j'ai envie de dire, petit à petit à la fin où il y a eu un déclic? Que je n'avais pas du tout prévu de sortir un livre aussi vite, mais ça m'est un peu tombé dessus, si on peut dire ça. C'est que donc j'ai participé à un prix donc, qui était avec Tropico. Donc la marque de boisson. Voilà. Je suis arrivée donc deuxième de ce prix-là, quoi. J'ai pu avoir une bourse de 5 000 €, donc qui est assez conséquent quand même pour pouvoir faire mon projet. Donc je me suis dit, bon, bah là, c'est le moment de contacter des maisons d'édition. Et donc, ce projet, c'est sur mon handicap invisible, qui est donc le bégaiement que vous pouvez entendre depuis quelques minutes. Voilà. Et c'était très important pour moi d'exprimer ce qui se passe à l'intérieur de moi quand je dois adresser une assemblée comme aujourd'hui. Tout ce qui se passe à l'intérieur pour une chose au final qui paraît si simple pour la plupart des gens, quoi, et qui pour moi est assez compliqué. La rencontre avec les éditions Leitmotiv, c'est un mail envoyé après avoir vu un travail. Donc c'était Hills of Eggs de Charles Delcourt. Et ce livre, vraiment, j'ai trouvé que c'était un bijou. Donc je me suis dit, bon, je vais les contacter. On ne sait jamais. Et puis j'ai eu une réponse positive à ma plus grande surprise. Et depuis, voilà quoi. Ça Donc a bien marché. un mail spontané Oui. et une réponse. Est-ce que juste comme ça, est-ce que tu réponds parce que c'est vrai qu'en tant qu'éditeur, on reçoit pas mal de mails, de candidatures, enfin des propositions. Est-ce que tu les regardes toutes et comment ça se passe? Alors oui, on en reçoit beaucoup et je trouve que ces dernières années, ça se multiplie. Alors on regarde tout, plus ou moins rapidement en fonction de la qualité ou de la pertinence du projet par rapport à notre ligne éditoriale, parce qu'après, il faut bien comprendre qu'une maison d'édition a une ligne éditoriale affirmée et identifiée, et selon les projets qui sont envoyés, les personnes regardent plus ou moins ce qu'on fait. Donc, dans le cas de Maëva, c'est quelqu'un qui a considéré la maison d'édition, a regardé la production, s'est intéressé au catalogue, etc., ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Alors après, on a des gabarits de réponses et de refus, plus ou moins étayés, je vais dire. C'est-à-dire que si je trouve le projet intéressant et beau, je vais apporter quelques arguments, même si c'est un refus. Après, il faut savoir qu'à Leitmotiv, on fait à peu près 3 livres par an, qu'on est on est 2, on est une petite maison,
que pour chaque livre, on cherche les financements. Donc après, on pourra parler de tout ça. Mais donc voilà, on est forcément très sélectif et notre sélection est très restreinte. Dans le cas de Maëva, c'était vraiment un coup de cœur. Donc j'en ai rapidement parlé avec Eric. Après, on avait bien compris qu'elle nous avait dit avoir remporté le deuxième prix de Tropico, qui était donc un prix. C'était pour un projet créatif. C'était assez large, voilà. Donc ça pouvait être tout à fait un livre. Et donc l'idée, c'était après d'aller chercher un financement qui complète ce premier rapport-là. Mais c'était vraiment, en fait, ce que j'ai beaucoup aimé chez Maëva par ce projet, c'est qu'elle venait de sortir de l'EPTA, que c'était en fait son projet De sortie de d'école. sortie d'école, et que pour son âge, à peine 25 ans, je trouvais l'écriture photographique et visuelle très mature, que pour parler justement d'un handicap qui ne se voit pas, qui s'entend certes, mais qui ne se voit pas et qui est très minoritaire finalement dans notre société et aussi très peu étudié. Je trouvais ça vraiment fort, c'était très prenant, très organique, très sensoriel. Ça sonnait un peu comme de la musique alors que c'est de l'image. Donc voilà, j'ai trouvé ça très fort pour son âge et pour son expérience en photographie, puisque comme elle vous a dit, elle n'avait pas commencé en photographie. Donc voilà, c'est comme ça que ça s'est fait. C'est très rare que ce soit aussi spontané, je préfère le dire. Surtout quand on en fait 3 par an. Voilà, Mais oui, c'est vrai. Mais il y a des coups de cœur comme ça et ça ça peut arriver. C'est ça peut peut-être arriver. un sur, je ne sais pas, sur 100 projets. Voilà. Abed, toi, comment ça se passe avec un premier livre photo? Est-ce que tu travailles un peu différemment avec l'auteur par rapport aux autres livres que tu fais? Mais moi, d'abord, j'aimerais prendre l'exemple de ce premier livre photo, puisque je crois que c'était le premier dispositif. C'était en 2020, c'est ça? 23, 2023? 2, 3. Non. 2023. Bon, 2023, mais annoncé en 2022. voilà. Ah oui. Et en fait, comme vous l'a dit Catel, c'est un projet qui n'est pas venu comme ça avec un envoi de mail, contrairement à vous. C'est un projet qui est venu donc, bien en amont. On y a travaillé, enfin, surtout Catel, elle a travaillé sur ce projet donc, bien avant. Elle me l'a présenté, je l'ai vu, je l'ai trouvé intéressant, mais même pour moi, je n'avais pas l'intention de pouvoir l'éditer. C'est au moment où j'avais envie de créer une collection qui s'appelle la Nouvelle Collection Librement. Donc c'était un projet c'était la thématique, c'était le voyage. Et en fait, son projet, donc c'est le voyage à travers un regard de photographe. C'est pas un voyage, on va dire touristique, mais c'est un voyage à travers un parcours de la photographe, du photojournalisme, c'est poétique, c'est un travail sur la mémoire. Et donc ce projet cadrait bien, donc je lui ai proposé, donc Catel n'était peut-être pas prête, mais elle n'a pas voulu parce qu'en fait, quand on crée une collection, on impose un format, une pagination, une couverture, donc ça ne correspondait pas. Donc elle n'avait pas voulu, donc justement, comme c'était le premier dispositif, Catel a présenté ce projet, donc moi j'ai accepté. Et en fait, c'était la seule qui m'avait proposé ce projet pour le dispositif, parce qu'il était tout nouveau, il y a peut-être moins de photographes, voilà. Donc elle a obtenu. Voilà. Les années suivantes, c'est vrai que je reçois beaucoup de mails et de demandes, non seulement en France, mais à l'international. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de photographes qui demandent. Donc ils envoient un mail. Alors l'année dernière, j'ai pas déposé. Enfin, il y a 2 ans, j'ai pas déposé parce que Vous venez de remporter la première édition. voilà, donc la 3e année, j'ai rencontré 2 photographes qui ont déposé le projet. Et par contre, les autres photographes, j'en ai reçu des dizaines et des dizaines, hein, même la veille de la clôture, ils me demandent. Donc, j'ai pas ouvert les dossiers. Je leur ai répondu tout simplement que c'était donc déjà 2 dossiers déposés, c'est déjà beaucoup. Donc, j'ai même pas ouvert les dossiers, j'ai pas regardé, j'ai répondu par un négatif. Voilà.
Et alors, comment est-ce que tu as, enfin, juste pour prendre un peu de hauteur par rapport à ça, est-ce que c'est un tu as parce que je reviens à ma première question, en fait, comment tu accompagnes, les photographes, alors on va parler après, hein, évidemment de la fabrication et cetera, mais, est-ce qu'il y a une attention particulière justement? C'est un peu un risque, on le sait, hein, pour un éditeur, un premier livre photo, hein, c'est souvent un artiste émergent. Qu'est-ce qui te dit: «Tiens, celui-là, bon, Catel, on a compris, mais qu'est-ce qui fait que d'un coup, tu vas te dire: «Bah, lui, je vais l'accompagner ou elle, je vais l'accompagner, je vais prendre ce risque»? Bien évidemment, c'est le sujet que le photographe me présente. Avant tout, donc, quand un photographe me présente un dossier, je demande, il faut à tout prix d'abord regarder ce que fait la maison d'édition, la ligne éditoriale, les sujets. Il m'arrive d'éditer des projets qui font pas partie de la ligne, mais parce que c'est un sujet intéressant, c'est une approche intéressante. C'est, alors c'est pas un coup de cœur, c'est moi quand un sujet m'intéresse, mais c'est aussi, un aspect, on va dire, De la rencontre? social aussi. C'est-à-dire que quand un photographe me présente un projet, quand je vois un peu ce qu'il a fait, sa démarche, sa difficulté aussi. Donc, il m'arrive d'accepter et donc après, c'est vrai qu'on essaie de trouver, enfin, les formules pour pouvoir, à la fois le produire, donc comment on va le produire, comment on va trouver des sous et compagnie. Et l'accompagnement, donc pour un photographe qui, on va dire, où c'est son premier livre photographique, donc lui, il est dans l'inconnu, ce qui veut dire qu'on va faire un accompagnement très rapproché. C'est-à-dire du début jusqu'à la fin, on va l'accompagner, on va le rassurer, le choix, l'editing, le papier, le format, enfin un peu tout de A à Z. Donc, et on essaie quand même de l'associer au projet. Voilà. Ça se passe comme ça avec ces photographes. Et puis bon, c'est vrai qu'un photographe qui est chevronné, qui a l'habitude, qui a déjà fait des livres, c'est c'est un peu plus facile, il est habitué. Sauf que Catel, je ne sais pas si elle, oui, si je peux le dire, oui, de toute façon, on va le dire. Oups, ça Son projet, non, son projet, en fait, il était très abouti parce que ça fait des années qu'elle a abordé. Et en fait, non seulement elle a présenté le projet, mais elle a elle-même accompagné parce que elle était graphiste aussi. Donc, elle a fait le montage graphique. Elle a soutenu, en fait, je crois qu'elle a beaucoup plus soutenu le projet que moi. Voilà. Parce que, bon, c'est quelqu'un qui est aussi du métier et elle savait où elle allait. Mmh. Voilà. Donc, c'est aussi une question de confiance. Et parfois, je sens que le photographe, il se débrouille bien. Mmh. Il n'a pas besoin de aussi, certains, c'est son premier livre, mais ils ont cette capacité voilà, de pouvoir mener un projet. Sans oublier que l'éditeur est toujours derrière. Bien sûr. Voilà. Emmanuelle, toi, en tant que commissaire, et directrice artistique, tu es régulièrement, en contact, hein, avec des photographes, surtout en début de parcours. Quels sont, selon toi, les enjeux du premier livre photo, pour ces artistes photographes? Est-ce que c'est quelque chose dont ils rêvent? Est-ce que c'est plutôt une pression un peu symbolique? Voilà, ils ont l'impression qu'il faut passer par là pour, passer un cap, voilà, qu'est-ce que tu ressens? Alors déjà depuis 10 ans que je suis commissaire et que je suis vraiment dans le bain de la photo émergente, je me rends compte que l'envie du livre photo est de plus en plus importante. Il y a 10 ans, moi, quand j'ai commencé ce métier avec le collectif Fêtard et Circulation, on avait relativement peu de livres. On avait quelques livres, il y avait quelques artistes émergents qui arrivaient avec des livres ou qui nous faisaient part d'une envie de faire un livre. Et c'est vrai que depuis à peu près, on va dire 5-6 ans, c'est vraiment quelque chose qui est devenu très important. On se rend compte que la démultiplication des images, digitales, numériques, je pense, appelle vraiment, à fixer cette image sur un support, avoir quelque chose de voilà, qu'on peut prendre en main. Donc vraiment, il y a et puis bon, on a aussi, beaucoup d'éditeurs, de graphistes, de directeurs artistiques qui ont fait des travaux aussi, voilà, qui ont produit des livres absolument, merveilleux, d'ingéniosité, voilà, qui ont des livres objets, des livres tellement cohérents. Je pense qu'il y a aussi, il y a eu beaucoup d'inventivité et d'exigences éditoriales ces dernières années qui ont fait que le livre est
devenu aussi un objet de plus en plus attrayant, même si on sait que le marché du livre est très compliqué aussi, voilà. Donc c'est pour cette raison, je pense que le livre est photo à la cote, on va dire en ce moment un petit peu, même si bizarrement voilà, le fait est que le marché du livre est très complexe également. C'est fragile. Oui, fragile, voilà. Il y a ceux qui sont en train de clore un projet. Donc, c'est-à-dire qu'on a beaucoup, moi j'ai beaucoup d'artistes, voilà, ils ont bossé 3 ans, 4 ans sur un projet, 5 ans, voire plus. Et il y a un moment, on a envie d'avoir une trace. On a envie que ce soit quelque chose de terminé. C'est comme si c'était un peu une œuvre ultime qui allait marquer voilà, qui va être partagée, qui va être diffusée. Voilà. Et puis c'est vrai qu'une exposition, ben, on vient, ça dure 1 mois, 2 mois, 3 mois, voilà un livre. 10 ans après, on peut ressortir le livre et dire: «Regarde ce boulot que j'ai fait il y a quelques années». Donc il y a aussi une manière de fixer une œuvre dans le temps, de pérenniser exactement qui est assez importante. Et puis on a aussi des artistes et j'en parlais avec Véronique parce que c'est un phénomène qui est assez intéressant et assez passionnant pour nous les commissaires et on est de plus en plus confrontés à ça également. C'est des artistes qui arrivent avec un livre fait avant même qu'il n'y ait eu une expo. Et c'est aussi pour nous assez passionnant parce qu'on a d'ailleurs, dans le cadre de Circulation et de Collectif Fêtard, beaucoup réfléchi à cette notion de mettre en scène un livre réalisé. Et moi, je fais notamment une masterclass sur le livre photo à Circulation tous les ans qui est extrêmement factuelle sur, voilà, les tenants et les aboutissants d'un livre, l'éditeur, l'auto-édition, quels sont les avantages, quels sont les inconvénients, qui est une sorte de boîte à outils. Et et pourquoi je vous disais ça? J'ai perdu le fil de mon L'exposition, le voilà. livre qui devient, Et du coup, on a très souvent, voilà, je suis très attachée au livre-objet et aussi ce livre-objet qui est très à la mode, on va dire aussi depuis quelques années, c'est-à-dire un livre dont l'objet livre lui-même est en cohérence absolue avec ce qu'on trouve à l'intérieur du livre. Bah, pour nous, c'est des objets qui sont passionnants, curatorialement parlant, parce qu'en fait, l'idée, c'est d'aider les artistes à, les transcender et les mettre, voilà, qui est le process de monstration, quoi. Comment on va montrer ce livre. Donc voilà, il y a ces 2 aspects pour moi. Il y a vraiment l'idée de se dire: «Voilà, je vais clore une histoire, clore un livre, clore un projet, clore une aventure, photographique». Et puis il y a vraiment j'ai envie de raconter une histoire, j'ai envie de créer un objet qui est en adéquation avec cette histoire. Et après, c'est aussi un objet pour démarcher. mmh, Je veux pas dire marketing parce que bon, c'est un peu limitant, je trouve, mais c'est aussi un objet qui permet aux artistes de démarcher montrer. et qui nous, c'est vrai que en tant que commissaire, quand on nous présente des livres qui sont extrêmement bien pensés, avec des éditeurs ou sans des éditeurs aussi, parce qu'il y a des livres d'artistes qui sont magnifiques également, eh bien, c'est aussi un terrain de jeu, absolument, fabuleux et c'est un défi supplémentaire et c'est vrai que nous, chez Circulation et chez Fêtard, on est dans l'expérimentation, toujours, par rapport à la scénographie. On accompagne les artistes de manière extrêmement proche et c'est vrai que c'est un défi qui est assez intéressant, voilà. Et souvent d'ailleurs, ces jeunes artistes, quand ils produisent ces livres, ils se posent pas du c'est plutôt un outil pour montrer leur projet, mais ils se rendent pas compte de l'autre côté que pour nous, c'est aussi assez exaltant de se saisir d'un objet éditorial et de le transformer en un objet curateur, voilà, en une, curation, on va dire. Voilà, donc voilà, après une pression, non, pour moi, il y a des artistes qui sont ouais, mais il y en a certainement qui se mettent une pression absolue sur: «Il faut que je fasse un livre». Mais moi, je pense qu'il y a surtout, voilà, il y en a pour lequel c'est une volonté, c'est une nécessité et il y en a d'autres pour lequel, bah, s'il y a une opportunité, c'est vraiment intéressant et puis parfois, il y a pas la matière non plus. C'est-à-dire qu'on Ouais. peut avoir un très joli projet, on peut faire une très belle exposition, mais pour lequel on n'a pas la matière de faire un livre, incroyable. Voilà, donc il y a beaucoup, il y a pas un artiste, il y a des artistes. Il y a pas un projet, il y a des projets. Il y a pas une manière de faire un livre. Vous le savez bien, il y a des manières de faire un livre et c'est pas un jugement de valeur. C'est comme le commissariat, voilà, un Mmh. commissaire, il va tirer un fil sur un projet, un autre commissaire va tirer un autre fil et il y a pas une bonne manière de le faire, il y a des manières de le faire. Ce qui me permet de faire,
la passerelle à cette deuxième partie de la conférence, en fait, sur justement, parler de couple tout à l'heure, en rigolant, mais en fait, c'est un peu ça quand même ce qui se passe, hein. Il y a une vraie, il y a quand même quelque chose de très personnel, hein, qui se crée, une relation particulière qui se crée entre l'éditeur et son auteur. Maëva, par exemple, est-ce que, comment ça s'est passé? Alors, j'ai l'impression très bien, hein, vu comment je vous vois là, mais bon, il y a une complicité, mais est-ce que quelque part, les conseils de Lorraine ont fait évoluer un peu aussi ton regard par rapport à ton propre, par rapport à ton travail, en fait? Ce qui était très chouette, c'est qu'on était très. Enfin, elle a su saisir directement ce que je voulais dire, en fait. Et du coup, c'était assez fluide dans la construction de la trame, de ce qu'on voulait, ce qu'on voulait dire, ce qu'on voulait mettre en forme. Dis donc. Normal, hein? Parce qu'on voulait qu'il soit un peu comme la manière de, de m'exprimer et qu'on y mette un peu des embûches. Et ça, elle a vu Mmh. de suite que je voulais faire ressentir ça, quoi. Comment vous avez travaillé justement sur le séquençage? On s'est donné rendez-vous et oui, en une après-midi, on a occupé 2 grandes tables. On a fait des petits tirages on a commencé à un peu tout articuler et finalement, ça s'est fait assez naturellement. Enfin, on était plus ou moins alignés avec ce que je voulais dire et ouais, ça s'est fait très, très naturellement au final. Le graphisme, comment ça s'est produit? Vous avez travaillé avec une Oui, personne? alors, il faut savoir déjà que c'était, aussi mon premier livre en tant qu'éditrice. Ah, je ne savais pas! Du coup, Ah oui, une première pour ça toutes les 2 en fait? oui, voilà, donc je pense que c'est aussi pour ça que, il y a eu, voilà, un genre de fluidité, comme tu dis, qui s'est faite, assez naturellement parce qu'en même temps, on avait finalement pas tellement ni d'attente, ni de pression, ni peut-être de prérequis. Alors on s'est d'abord rencontrés après les échanges mails, on s'est rencontrés justement, pendant les rencontres d'Arles, une première fois pour discuter du projet. Ensuite, on a eu des visios et après on s'est rencontrés en effet pour, une mise, en narration et une mise en page. Alors, il faut savoir qu'à Leitmotiv, on ne fait pas le graphisme et la mise en page en interne, parce qu'on considère que c'est plus intéressant de se confronter à d'autres idées extérieures avec des graphistes. Après, on travaille avec des graphistes freelance, mais j'avoue qu'on a certaines préférences. Donc voilà, il y a peut-être Vous avez un petit pool de voilà, un graphistes, petit quoi. pool de graphistes, avec qui on aime bien travailler. Cependant, pour le projet de Maëva, en fait, on avait découvert, pendant le salon d'Unseen à Amsterdam, une jeune graphiste avait commencé sa maison d'édition qui s'appelle Aurea Books, qui a déjà été en talk ici à Arles. Donc c'est Bureau Kaiser, mais la graphiste éditrice s'appelle, Laurane Kaiser, pardon. Donc on s'était bien entendu avec elle aussi, on avait beaucoup aimé sa production, en tant qu'éditrice et donc graphiste. Et ensuite, on s'est toutes les 3 rencontrées. Voilà, c'est vrai que Laurane, elle avait aussi assez rapidement compris, l'intention de Maëva. Notre intention à nous, de faire une mise en page qui était finalement assez simple, assez souple, qu'il y ait cet effet d'embûche, en effet, de cassure de rythme, puisqu'il y a beaucoup de jeux sur les flous et sur la vitesse, bien entendu, dans le travail de Maëva. Parce que tu le dis très bien dans ton texte, c'est un texte qu'on a aussi, beaucoup travaillé avec Maëva à la fin du livre, que son bégaiement induit finalement que sa pensée va beaucoup plus vite que sa capacité de parole. Ça se ressent beaucoup dans les images. On voulait que, le livre soit, justement souple dans cette manière, maniable, qu'il y ait un jeu aussi,
de jaquette, de quelque chose qui peut s'enlever et se remettre, etc. Donc voilà, il y avait, comme vous l'avez dit, Emmanuel, un vrai jeu entre la forme et le fond. Voilà. Donc c'était pour le coup un vrai trio de travail. Même question en fait, alors sachant que aussi toi, dans la forme, l'objet il est assez complexe. Mmh. Il y a du calque, il y a enfin voilà, il y a plusieurs, types, de d'images même, donc comment vous avez procédé, hein? Et qui a déc enfin voilà, comment vous avez, dialogué ensemble et qui a décidé? Est-ce que c'est l'éditeur qui a imposé quelque chose? Est-ce que c'est voilà. En fait, moi, initialement, j'avais imaginé un format plutôt, paysage, enfin voilà et cetera. Après il m'a dit: «Bah oui, mais c'est intéressant, mais est-ce que, quand on va l'ouvrir, ça va être, trop ample?» et cetera. Après, j'avais aussi je lui avais aussi donné des petites des contraintes de prix. Je voulais pas que le livre soit très cher Ah oui, parce ça que, c'est important aussi, hein. enfin, tu disais, Emmanuel, que le marché est tendu, enfin le marché mais à Malte, c'est encore pire et donc je voulais que les Maltais puissent aussi l'acheter. Donc voilà, alors il m'a dit: «Ben, il faut repenser un format pour qu'on puisse mettre, un certain nombre de pages dans une grande page et cetera». Donc ça, c'était intéressant. Après, moi, j'avais fait des mini maquettes, j'avais envie de retrouver cette idée de recherche et de dossier que j'ai ouvert dans les archives et cetera. Donc je voulais un rabat. J'ai fait plusieurs essais de petites maquettes avec, des rabats différents, des ouvertures, différentes. On a discuté de tout ça et puis à un moment, je disais, enfin, la mémoire, c'est comme des couches. En fait, il y a plein de choses qui se superposent et j'aimerais bien qu'il y ait cette notion de transparence, et cetera, d'accumulation. Et donc là, il m'a dit, bah oui, ça va être intéressant, mais du coup, il faut vraiment réfléchir où tu mets tes pages parce que pour le façonnage, et cetera. Et puis donc ça a trotté dans ma tête. Je me suis dit, comment je vais les inclure? Et puis en même temps, il y avait cette idée de répétition. En fait, il y a, comme il change, enfin la famille change de pays plusieurs fois et revient en arrière, et cetera. Il y avait cette idée qu'il y a des objets qu'on transporte, d'un pays à l'autre et du coup, ben, c'est là, enfin, c'était dans une discussion, on s'est dit: «Ben, peut-être que les pages, qui sont différentes, ces pages d'accumulation ou des choses comme ça, elles sont pas incluses dans le livre, mais elles sont séparées et elles vont voyager avec, le lecteur, dans les pages. Donc puis ça a été aussi un moyen de montrer mon processus créatif parce que je fais beaucoup de photomontage et donc il y a un décalque, par exemple, qui représente ça. Il y a, voilà, un calque qui est plus, sur, des un choc émotionnel que j'ai eu, enfin une découverte qui arrive vraiment à la fin de tout ce processus. Enfin, il y a voilà, chaque calque a une petite histoire en soi et donc ben, ça c'était, je sais plus la question de débat, mais Non. c'était ça c'est, les conseils que Abed a pu me donner en fait sur, comment, Donc il y a un véritable échange. Est-ce qu'il y a eu des renoncements? Est-ce qu'il y a à un moment donné, vous êtes dit: «Bon allez, on va devoir renoncer à ça, ça coûte trop cher» ou alors Abed peut-être était pas OK ou Mais en fait, il y a le rêve et la réalité. Catel, c'est vrai qu'elle est hyper dynamique, elle présente plein de trucs, des maquettes, des façons de c'est bien faire. en même temps, hein, Non, c'est non, mais il pas il de faut il enfin, faut laisser faire. En fait, il faut vraiment imaginer un peu voilà. La façon dont on va montrer un livre, comment on va le présenter, la clarté, l'aération des images aussi. C'est-à-dire que voilà, c'est un peu tout ça et en fait, on se pose et on se dit: «Comment on va pouvoir» parce que tout éditeur, en fait, il réfléchit aussi sur, comment on va pouvoir produire et oui. un tel livre. Voilà et donc il a fallu après se poser et dire: «Voilà, on va faire un plan de financement, on va essayer donc de voir un peu avec combien d'argent on va pouvoir réaliser, enfin, produire un tel livre et comment». On est arrivé, c'est vrai, à un format de livre qui est, on appelle ça un format optimisé. Ça veut dire que moins de chute, moins de gaspillage, donc un tarif assez intéressant en impression. Parce que pour produire un livre, la partie la plus chère, c'est l'impression. Voilà.
on parlait de binôme ou même de 3 personnes. Donc là, on était 2 parce que Catel a joué aussi le rôle de graphiste. Mais il n'y a pas que, il y a aussi la personne qui s'occupe des images, le chromiste, et il y a aussi les traductions. Parce que c'est un livre où il y a 3 langues. Il y a le français, l'arabe et le maltais. Et c'est une coédition aussi, parce qu'il a fallu aussi trouver de l'argent. Donc on a pu trouver un éditeur à Malte. Et donc du coup, il est vrai qu'après on s'est posé, on s'est dit, voilà comment on pourrait réaliser un tel livre en fonction de ce que l'on a. Et ne pas non plus, lorsque le lecteur achète le livre et regarde le livre, il ne faut pas qu'il s'ennuie aussi, parce qu'elle avait énormément d'images, donc il a fallu donc trier, faire une sélection, voilà. Et ma foi, ça s'est fait d'une manière assez, on va dire, tranquille. On a eu un peu de temps pour le réaliser. Et il est vrai que, comme je l'ai dit auparavant, c'est un projet qui avait bien avancé, chapitré, avec 3 voyages. Donc, c'est quelque chose qui s'est fait relativement facilement. Catel et Abed, vous avez fait appel à une commissaire et une directrice, à Sylvie Hugues, en fait, qui est commissaire et directrice artistique du Festival du Regard, pour rédiger la préface de votre livre. Pour la vôtre, Maëva, c'est Caroline Bénichou, qui est responsable de la Galerie Vue et ancienne collaboratrice pendant 10 ans du grand éditeur photo Robert Delpire. Pouvez-vous, les uns et les autres, nous expliquer pourquoi il vous semble important d'associer des figures reconnues de la photographie à l'écriture dans votre ouvrage? Pourquoi vous avez fait appel à ces personnalités-là? Est-ce que c'est un moyen de recontextualiser votre image dans l'histoire de la photographie? C'est important pour votre démarche artistique? Est-ce que c'est une matière de légitimer votre travail? Pour moi, en fait, c'était assez naturel parce que j'avais suivi, la masterclass avec, Sylvie Hugues et Flore et elles m'ont vraiment aidée à initier, ce projet. En fait, le premier, il y a des gens dans la salle qui ont vu les premières ébauches et c'était, au début, je savais pas où j'allais. Donc le premier voyage en Tunisie, j'étais revenue avec plein d'idées disparates et après elles m'ont vraiment aiguillée et elles m'ont, aidée à choisir une direction et après mon deuxième voyage en Tunisie, du coup là, j'ai pu vraiment, approfondir, ma démarche, artistique et puis, en fait, Sylvie Hugues aussi, un elle a un travail aussi sur l'intime et cetera, donc ça avait du sens pour moi et voilà, quand elle a accepté, j'étais folle de joie, quoi. C'était, oui, oui, c'était, un super cadeau. Lorraine et Maëva? Toi, tu veux Juste un dire un mot? mot, Pardon. Sylvie Hugues, je ne la connaissais pas. Je l'ai rencontrée qu'hier. Non. Mais Ah ouais. non, mais je la connaissais de nom, mais après, voilà, on s'est croisés hier. De vue. Et en fait, oui, bon, j'avais, voilà, c'est Catel qui avait envie. J'ai dit oui parce que, voilà. Mais c'était important de faire cette préface, en tout cas. En général, dans tous les livres d'images plurielles, j'essaie de faire accompagner les images avec des textes. C'est en fonction, tout dépend. C'est-à-dire, si c'est un travail historique, histoire contemporaine, géopolitique, tout ça, je fais intervenir soit des historiens, des anthropologues. Il y a des personnes qui sont spécialisées aussi sur l'image, la photographie. Donc, j'aime bien aussi présenter les images et contextualiser. Je donne un exemple. On a fait un livre sur le 8 mai 45 dans le Constantinois, donc ces fameux massacres en 1945. Nous ne sommes pas capables de raconter, on n'est pas historien, donc on fait appel à un historien, que c'est Jean-Louis Planche, qui a raconté l'histoire parce que c'est un spécialiste. C'est vachement important de pouvoir accompagner les images avec du texte. Et parfois, les photographes aussi parlent aussi de leurs images et de leur histoire. Lorraine et Maëva, alors donc vous, c'est Caroline Bénichou. Pourquoi ce choix et pourquoi une préface aussi? Pourquoi ce choix? C'est que j'ai eu la chance de la rencontrer quand elle est venue donc à l'école pour une conférence. Et à la fin, on pouvait aller la voir pour présenter un peu ce qu'on faisait, notre travail, tout ça.
et en fait, c'est la première fois que je me suis sentie écoutée. Et la première fois qu'on m'a regardée, waouh, c'est très, voilà, qu'on m'a regardée d'une manière humaine, en fait, vraiment. Et, 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 euh, et vu que je venais euh, d'un milieu plus scientifique, euh, en école, j'avais un peu un... Bon, je me sentais un petit peu peut-être inférieure aux autres qui avaient fait des, des études plus artistiques ou qui avaient fait un bac photo, donc qui arrivait avec un bagage quoi que je n'avais pas. Et c'est la première qui m'a tendu la main et qui m'a rendu cette légitimité que si on m'avait choisi en école, c'est que j'avais ma place. Et ça, voilà, ça m'a fait vraiment un bien fou. Et depuis cette rencontre-là, on s'est toujours un peu donné des nouvelles et suivi un peu de loin, quoi. Et c'était vraiment quelqu'un qui est très importante dans mon parcours professionnel. Donc, ça me faisait plaisir. Qu'elle soit dans le premier. Voilà. Je suis en perpétuelle agitation, coincée dans un entre-deux. Est-ce que toi, il y a des photographes, Emmanuel, qui te demandent, en tant que commissaire, justement, quelque part, de construire un propos face à leur démarche? Alors oui, c'est vrai que dans l'émergence, on a pas mal d'artistes. Moi, je suis assez sollicitée par des jeunes artistes qui alors parfois c'est des sollicitations pour juste montrer un travail et partager leur portfolio, mais j'ai aussi beaucoup d'artistes qui sont en demande d'un accompagnement, d'autant plus que moi j'ai un peu une double casquette, même si maintenant je suis beaucoup plus commissaire qu'éditrice. J'ai quand même enfin pour moi, c'est 2 métiers qui sont très proches, qui sont extrêmement proches et en tout cas moi je glisse relativement facilement de l'un à l'autre. Il y a juste les données techniques, on va dire, qui sont différentes dans le cadre d'une exposition et d'un livre. Mais sinon, la réflexion, elle est un peu la même. On est sur la création d'une narration, chercher un titre, écrire un texte de présentation, travailler sur un editing. Finalement, c'est un peu le même travail qu'un éditeur, souvent plus court, parce qu'on a rarement l'espace qu'on peut avoir dans un livre. Enfin, là, on peut avoir des murs très grands, mais je veux dire, en termes de déroulé image, on a souvent moins d'images que dans un livre. Mais donc, je suis sollicitée très souvent et je travaille avec des artistes sur des séances comme ça. Ça peut être 2 heures, ça peut être un travail beaucoup plus au long cours, sur plusieurs mois. Et on échange beaucoup et c'est souvent assez fructueux. Après, moi, je commence toujours ce travail en précisant bien l'artiste. Et d'ailleurs, quand je fais une lecture de portfolio, c'est la même chose. Je n'ai pas la science infuse, j'ai une vision d'un travail. Ouais, c'est ce qu'on dit toujours. Donc voilà, donc c'est pas parce que je vais dire, voilà, moi je ferai comme ça, que on va pas aller voir un autre commissaire, un autre éditeur qui va dire, ah bah moi j'aurais pas fait comme ça, j'aurais fait comme ça. Et c'est là où pour moi la richesse de la relation qu'on peut avoir avec l'artiste, aussi bien en tant qu'éditeur et
commissaire et importance, c'est qu'on devient ensemble le créateur d'un nouvel objet, que ce soit l'objet livre ou l'objet curatorial et la monstration. Donc c'est vraiment des réflexions qui sont très riches et moi j'adore en tant qu'éditrice et commissaire justement être dans l'accompagnement et emmener l'artiste là où il serait peut-être pas allé lui-même. J'ai eu le cas encore il y a juste avant Arles d'un artiste qui m'a demandé qu'on se voit pour travailler ensemble sur la présentation de son portfolio pour un éditeur. Et c'est un artiste que je connais bien, que j'ai exposé dans les rencontres photos du 10e. Et quand il m'a montré, il a une patte photographique très forte. Quand il m'a montré son travail, j'ai trouvé qu'il s'était complètement déconnecté dans la monstration de ses images, de ce qui était intrinsèquement ces images. Et donc je lui ai dit, écoute, moi je te dis, j'aurais pas du tout fait ça, j'aurais pas fait de cadre blanc autour de la présentation, je serais rentrée dans les images directement, j'aurais fait quelque chose de beaucoup plus radical, en adéquation avec ce que tu fais, que c'est des images très flashées, très, très puissantes dans le mouvement. Et il avait tout son portfolio pris un espèce de recul que je ne comprenais pas et je lui ai dit: «Voilà, moi je ferais comme ça» et en fait, on a retravaillé ensemble tout le déroulé, on a retiré ses bords blancs, on est rentré directement dans l'image et en fait, à la fin de la séance, il m'a dit: «Bah, tu vois, là, je suis convaincu de ce que je vais montrer, je vais beaucoup mieux savoir le défendre» et là, je l'ai vu, il avait rencontré quelques éditeurs et il m'a dit: «Ça marche, je sens que les gens», ça veut pas dire qu'il a signé avec un éditeur, hein, voilà, je suis pas non plus, là, c'est un cas qui était assez flagrant parce que parfois on patauge un Mmh. peu, hein, c'est pas merveilleux, tout le temps. Mais là, cette fois-ci, je l'ai vu là, à Arles, il m'a dit: «Voilà, je suis revenu vers une radicalité de mon travail Qui et te je sais pas correspondait, pourquoi, en voilà, fait. qui correspondait à mon travail» et il me dit: J'ai voulu m'extraire de ça, peut-être parce que je l'assumais pas vraiment, peut-être que j'avais envie de montrer autre chose, mais qui n'allait pas avec ce travail-là». Donc voilà, moi, je suis là aussi parfois pour juste remettre l'artiste alors parfois, c'est l'emmener autre part et parfois, c'est le remettre raccord avec ce qu'il dit à travers ses images et c'est vrai que moi, je suis dans une logique vraiment bon là, je sors un peu de l'édition véritablement, mais je suis vraiment dans une logique, une nouvelle manière de travailler entre commissaire et artiste. C'est-à-dire que moi, je mets pas du tout le commissaire en haut, les artistes en dessous, entre guillemets. Ce qui a été très longtemps, nous, chez Circulation aussi, avec d'autres collectifs aussi, on défend une mise à niveau, une démocratisation du lien entre l'artiste et le commissaire. Et nous, on n'existerait pas sans les artistes. Les artistes auraient peut-être un petit peu plus de mal à montrer leur travail sans nous. Donc l'idée, c'est qu'on soit vraiment sur un terrain d'égalité et on travaille ensemble. Et moi, si je peux de temps à autre, en tant qu'éditrice ou commissaire, tirer un fil que l'artiste n'avait pas vu et que l'artiste s'empare de ce fil, le tire et va développer une nouvelle partie de son travail et éventuellement même continuer à tirer ce fil avec un éditeur, avec un autre commissaire, c'est ma victoire et c'est ma gratification. Donc voilà et c'est vrai que c'est passionnant et moi j'ai aucun problème aussi à avoir des petites phases de travail. C'est-à-dire que parfois on va avoir des artistes qui vont le dire parce que c'est aussi un travail qui est rémunéré. Parce que les commissaires aussi ont besoin de vivre. On sait que les artistes n'ont pas beaucoup d'argent, mais les commissaires aussi, voilà, ont besoin d'être rémunérés. On se bat pour la rémunération des artistes, mais c'est important aussi de rémunérer parfois les commissaires. Pas parfois, hein, Parfois tout juste. voilà, merci. Non, mais c'est des Bien sujets payer les importants. factures derrière, hein. C'est des sujets importants aussi et qui vont dans cette logique de Bien sûr. tout le monde est au même niveau et c'est vrai que parfois c'est un travail d'une séance, parfois c'est un travail au long cours. Parfois, on part sur une séance et on sait aussi que l'artiste, enfin voilà, que c'est compliqué et puis on prolonge un peu et puis, bon voilà, on est tous, ce n'est pas qu'un business, on le sait tous et toutes. Voilà, c'est notre, métier, mais c'est aussi de la passion, bien évidemment et c'est vrai que La parenthèse est fermée voilà. et donc même sur des petites séances. Voilà et ça peut être des petites séances très courtes, mais qui peuvent être extrêmement productives parce que justement on se met dans un moment, on se dit: «Voilà, on a une matinée pour essayer de revoir un editing, pour essayer de réécrire un texte ensemble, pour essayer de se dire comment on va développer cela, faire un listing d'éditeurs, faire un listing de journalistes qui peuvent être intéressants, faire» c'est voilà, donc c'est aussi ça peut être utile parce que je sais que les artistes sont seuls, C'est au vrai. même titre que parfois quand on est seul en tant
commissaire devant une scénographie, devant une intention scénographique à donner à un auteur, c'est compliqué. Et c'est pour ça que moi, j'aime passionnément travailler en collectif de commissaires, et que les artistes se réunissent aussi parfois entre eux, et qu'on aime travailler au coude à coude, au corps à corps, avec les artistes également quand on est commissaire. C'est très beau. Merci beaucoup, Emmanuel. Bravo. Justement, on va parler du modèle économique. On attaque justement le nerf de la guerre, hein. C'est beaucoup moins drôle. On est tous là dans ce domaine, photographes, commissaires, éditeurs. C'est pas vraiment l'endroit où on va se faire, comme tu disais, beaucoup d'argent et on va se faire du business. Mais c'est surtout la passion avant tout. Cependant, il faut quand même un peu les financer, histoire de ne pas mettre la clé sous la porte tout de suite. Je voulais un peu qu'on parle de ces problèmes de financement qui sont quand même un peu, je te disais tout à l'heure, hein, le nerf de la guerre, pour produire des livres dans la forme où on souhaiterait aller, pour aussi que l'éditeur puisse au moins rééquilibrer un peu les coûts. Est-ce que, alors je t'ai demandé, et Lorraine, tu as accepté, je te remercie de nous. On va commencer d'abord pour un petit cours en 3 minutes de l'économie du livre photo, qui est vraiment très spécifique. Je te laisse la parole. Tu as 3 minutes. Véronique. C'est ça. C'est important de le comprendre, c'est vrai. Oui, alors pour recontextualiser de manière vraiment large et générale, mais donc l'édition photographique française connaît quand même un peu ses lettres de noblesse en ce moment. Et c'est vrai qu'il y a plein de petites maisons indépendantes qui commencent, les maisons les plus affermies qui produisent de manière assez régulièrement. Je crois qu'en moyenne, on est à 7 livres par an par éditeur en France, si on prend le rapport qui a été fait récemment, il y a 2 ans, par Nine Lives. Mais après, voilà, les coûts de production, donc c'est là où le bas blesse, puisque ce sont les charges fixes les plus conséquentes. Donc on comprend production, c'est-à-dire impression, façonnage, peuvent s'ajouter des frais, bien sûr, de graphisme quand c'est externe, de photogravure, qui est essentiel aussi pour l'impression. On est à peu près à 17 000 € pour 1000 exemplaires sur un titre. Et ça, c'est une moyenne. Si on ajoute des choses, des petits vernis sélectifs, des marquages à chaud, des papiers créatifs, du calque, on n'en parle pas, des reliures un peu spécifiques, sachant que tous les imprimeurs n'ont pas des reliures internes et que c'est sous-traité. Enfin voilà, donc ça peut monter très vite, sachant que plus on baisse le tirage en soi, moins on vend de livres, donc moins on rentre dans ses frais, donc l'équilibre est quand même assez prise de tête, et que pour la plupart des maisons d'édition indépendantes, on rentre dans nos frais sans forcément avoir derrière un gain. On a un chiffre d'affaires qui sert surtout à couvrir les coûts de production. Donc, cela étant dit, les éditeurs sont parfois des gens assez déterminés, et souvent déterminés, passionnés donc, et assez inventifs. Donc, on trouve plein d'idées phénoménales pour trouver de l'argent. Non, mais disons que il y a plusieurs financements alternatifs maintenant qui sont assez en cours. Alors, on peut avoir plus ou moins de débats là-dessus, mais l'idée, c'est quand même pour un éditeur d'aller chercher lui-même l'argent. Alors après, en intelligence ou pas avec le photographe, ça c'est très bien. C'est un genre d'écosystème qui se comprend. Mais l'idée, c'est soit on peut s'appuyer sur des préventes ou des campagnes de souscription. Donc, c'est-à-dire qu'on va on va donc demander au public d'acheter par avance le livre. Et donc voilà, on va avoir une trésorerie qui va permettre de produire le livre. Ça nous donne aussi une idée de l'impact que le livre peut avoir sur le public, et peut-être d'ajuster le tirage si besoin. Une prévente, c'est juste avant Avant parution. la parution. Voilà. Est-ce que vous faites des tarifs préférentiels? Ça peut, toujours quand même dans cette idée qu'on a le prix unique du livre en France, donc de jamais faire non plus un tarif préférentiel 5%. qui fasse penser au solde, que ce soit assez raisonnable. Ensuite, on a bien sûr l'aide, donc subvention publique, qui, je pense que vous avez un peu en tête tout ce qui s'est passé récemment politiquement, et que les régions et les départements connaissent des coupes budgétaires qui sont assez phénoménales aussi. Donc, on a Pays de la Loire à moins 75% pour la
culture, je crois, et l'Île-de-France peut-être moins 20%. Donc voilà, la question se pose aussi sur la pérennité de ces subventions publiques, mais elles comptent. Nous, on est basé à Lille, dans les Hauts-de-France. Pour l'instant, ça n'a pas trop bougé, mais il faut savoir que le conseil régional distribue bien des subventions publiques pour l'aide à l'édition. Ensuite, on a les subventions privées, le mécénat, les fondations, Il y a l'État aussi. l'État, bien sûr. Et on a quoi? On a le CNAP. Le CNAP qui, je crois qu'on avait essayé de déterminer combien finalement de projets photographiques étaient financés par le CNAP. C'était assez bas finalement. Je crois qu'il y en a 7 par an. C'est ça, 7 par an, ce qui est très peu. Bon, après le CNAP, voilà, c'est les arts plastiques, donc ça touche à plein d'arts. Le CNL ne finance pas du tout de production. Le CNL ne va financer de la promotion que dans le cas où on a autant de textes que d'images dans un titre, ce qui n'est quasi pas le cas de, je sais pas, 99% des livres photographiques. Donc voilà, c'est très minoritaire. Ensuite, quel autre C'est tout, en fait. Oui. J'ai envie de te dire, il y a le CNAP, le CNL, ça n'existe pas. Les DRAC, enfin les régions en public, et puis après effectivement il y a le privé. Ouais. Alors le privé c'est l'éditeur. Voilà, éditeur. Et donc après en effet il y a quand même donc les bourses, donc c'est pour ça qu'on peut parler aussi de The Eyes Wide Open. Comme tu le disais tout à l'heure Véronique, c'est vrai que le risque du premier livre pour une maison d'édition, donc d'un artiste émergent qui n'est pas connu, c'est vraiment à réfléchir parce que certes, on va ajuster le tirage, on va pas forcément faire un tirage aussi conséquent que pour quelqu'un qui est plus reconnu. Mais après, l'idée d'un éditeur, c'est quand même de montrer un travail qui soit diffusé le plus largement possible. Ensuite, pour beaucoup de maisons d'édition, on travaille quand même avec des distributeurs. Donc, c'est sûr que si on fait 300 exemplaires, je vois pas trop l'intérêt de travailler avec des diffuseurs-distributeurs pour que ce soit ensuite disponible en librairie, autant spécialisée que généraliste. Donc, disons que voilà, il faut réfléchir à toute cette chaîne du livre aussi là. Et l'idée, c'est quand même de faire un livre aussi qu'il soit vu, qu'il soit accessible. Donc, c'est pareil, les prix de production augmentent, le prix public du livre peut-il continuer d'augmenter? La question se pose. Chez Leitmotiv, on aime bien rester sous le 40 €, mais très récemment, voilà, avec les hausses qu'il y a eu depuis 2022, ça a été très difficile. À cause du papier. À cause du papier notamment. Donc c'est vrai que pour un premier livre photo, la question se pose réellement. Dans le cas de Maëva, comme elle est arrivée avec une bourse, je pense que s'il n'y avait pas eu la bourse, on aurait fait autrement. Je pense qu'on l'aurait fait peut-être plus tard. Il y a ça aussi. Des fois, on recule des sorties de livres pour continuer à chercher des financements. On aurait peut-être fait quelques sacrifices. Je ne sais pas si on aurait fait cette jaquette imprimée en recto verso. On n'aurait peut-être pas pris un beau papier couleur plan qui se fait exporter depuis le Royaume-Uni. Enfin voilà, après, il y a peut-être des ajustements à faire au niveau de la fabrication, mais en même temps, on n'a pas envie de tout sacrifier dans un processus créatif comme le livre qui est quelque chose de pérenne, qu'on a envie après de revoir, de reconsulter. Donc c'est un vrai enjeu, mais je pense qu'on a on a des ressources quand même. Justement, dans les ressources, Abed et Catel, vous avez procédé comment pour financer le livre? Mis à part, donc on a bien compris, hein, la bourse du premier livre photo a été un déclencheur. C'est vrai, comme vous d'ailleurs, sur Tropico, je crois que c'est ça? 5 000 €. Et ensuite, parce qu'on est sur des montants qui atteignent en moyenne, tu disais 17 000, 20 000 €, on va dire. Il faut y aller quoi, pour arriver jusque-là. Si ça intéresse, je veux parler chiffres concernant le la diffusion. projet. Donc, heureusement qu'il y a cette bourse. Sans la bourse, je ne sais pas si on aurait pu, mais on ne l'aurait pas fait en 1 an et demi, 2 ans. On l'aurait fait peut-être en plusieurs années. Il est vrai que de plus en plus, les aides sont réduites. Avant, on pouvait produire un livre en 1 année, trouver des fonds. Maintenant, Image Plurielle met 2 ans, voire 3 ans, ou pas du tout. Il nous arrive d'avoir des super projets qu'on a envie de réaliser. On n'y arrive pas parce que c'est un projet qui est coûteux, très important, mais on n'y arrive pas. Donc, on est un peu frustré. Ce projet-là, on l'a budgétisé. Ah non, en fait, c'est un chiffre réel. Il a coûté 12 000 €. C'est pas beaucoup. Hein. Non. Catel. Pour combien d'exemplaires? 500 exemplaires. 500.
Ouais. On se dit que pour un tel projet, un tel sujet, Combien le prix de vente? 29 €. 29 €. Voilà. Donc, il est vrai que lorsque on essaie de proposer des prix, des tarifs, même des gros projets à des tarifs assez bas pour que le public puisse, voilà, tout public, on va dire, enfin, pour élargir le public pour qu'il puisse, Accessible. voilà, accessible, voilà. Il a coûté 12 000 €. On a eu une aide donc de 5 000 € dans la bourse. Et donc, on a lancé, Catel, surtout, a lancé une souscription. Donc, il s'est levé à 3 100 €. Voilà. Il y a eu une coédition, donc c'est 1 500 €. Et puis le reste, c'est l'ambassade de France à Malte. Il y a eu quelques préventes, donc voilà. Et ça a permis de. Donc, moi, j'estime que c'est un financement de 110%, parce que grâce à tout ça, il y a eu le versement des droits d'auteur. C'est-à-dire le livre vendu ou pas, donc je crois que c'était aussi la condition, il me semble. Oui, absolument. Voilà. Lorsqu'on accepte donc la bourse, on signe une sorte de protocole de contrat pour dire il faut que l'auteur soit payé, Rémunéré. il faut qu'il ait un droit d'auteur. Donc voilà, ça c'est une très bonne chose. Le livre qui marche pas, l'auteur est rémunéré. Donc il y a eu, c'est l'impression, le poste le plus important. Après il y a eu les deux traductions, puis le transport, le façonnage, le graphisme, donc c'est Catel. Donc c'est pour ça, on aurait pu arriver à 15 000 €, mais 12 000 €, voilà, ça a été. Et tu as un diffuseur, comment ça se passe au niveau de la distribution? Alors, parce que tu disais, il faut le rendre visible, effectivement, parce que c'est pas tout ça. Une fois que tu as produit ton livre, tu as trouvé les financements, après, il faut quand même. Nous, on a un diffuseur qui est les Belles Lettres, sauf que c'est un projet où il y a 3 villes, Malta, Tunis, Marseille. Donc Marseille, ça intéresse pas obligatoirement des Bretons ou des Lillois. Donc au niveau de la diffusion, ça n'a pas beaucoup marché. Voilà. Mais il nous avait avertis, ça nous a pas freiné, et on s'est dit qu'on allait pouvoir faire nous-mêmes la diffusion. Donc ça s'appelle la surdiffusion. Catel a une expo qu'elle a présentée. Dernièrement, c'était à Maupetit, donc une galerie à Marseille, pour la sortie. Et donc voilà, c'est une expo qui existe. Et donc voilà. L'expo qui accompagne l'édition, c'est toujours un énorme plus pour les éditeurs, c'est sûr, et pour les auteurs d'ailleurs. Merci beaucoup, Abed. Emmanuel, est-ce que toi, dans les photographes que tu côtoies et qui te demandent des conseils, est-ce que tu sens qu'il y a quand même des freins auxquels ils sont confrontés, que ce soit le réseau, que ce soit évidemment le financement, est-ce qu'il y a, il y a des obstacles en tout cas qui font qu'ils n'arrivent pas à passer ce cap? Il y a cette histoire de financement, hein, clairement. Moi, c'est la première question qu'on me pose très souvent. J'ai un projet de livre, mais l'éditeur m'a dit il manque 7 000 €. Donc, t'as pas des idées. Ça, c'est la question. La question, voilà. Et puis, moi, souvent, je mets quand même en garde, parce il y a aussi, je vais pas dire une mode, mais il y a beaucoup de gens qui se lancent dans l'auto-édition. Oui, je disais, mais auto-édition, micro-édition. Voilà, donc c'est pas toujours ça peut être une très bonne idée, mais moi j'ai quand même envie vraiment, alors c'est peut-être parce que je viens de l'édition, mais de réhabiliter le rôle de l'éditeur, parce qu'il y a beaucoup de jeunes photographes, jeunes artistes qui se rendent pas compte de ce que c'est que l'édition, et que c'est beaucoup d'investissement de faire un livre. Je parle d'investissement financier, bien évidemment, mais d'investissement personnel. Et il y a beaucoup de photographes qui se lancent dans cette aventure-là en récupérant de l'argent et qui n'ont pas ce savoir-faire de l'éditeur en termes de correction, préparation de copies, photogravure, diffusion. Voilà, les éditeurs, ils sont là pour accompagner les artistes. Alors évidemment, ça coûte parfois un petit peu, je veux pas dire que ça coûte plus cher, mais quand on passe par un éditeur, il y a une structure derrière. Mais c'est vrai que s'accompagner de quelqu'un, enfin moi je vais revenir sur le collectif, c'est toujours hyper intéressant, parce qu'il y a le partage. Bon, faut trouver la bonne personne. Il y a le partage, et puis il y a toujours, voilà, on apporte un professionnalisme. Voilà, j'ai encore eu le cas il y a pas longtemps de quelqu'un qui a fait un livre il s'est auto-édité. Puis quand il s'est retrouvé avec ses 500 ex dans des cartons dans son appart parisien, il a pas trop rigolé, quoi. Parce qu'en fait, il se rendait pas compte que 500 ex lui prenaient la moitié de son salon. Et enfin bon, je stéréotype un peu, mais c'est c'est ces questions-là. Donc moi, c'est aussi dans ma masterclass ça que je parle beaucoup de ça. C'est-à-dire qu'il faut vraiment se renseigner. Un premier livre, il faut prendre le temps de réfléchir
réfléchir à l'objet, à ce qu'on va y mettre, hein, bien ça c'est important, c'est le nerf de la guerre. Mais comment on va le faire? Comment on va le faire? Et est-ce que l'auto-édition est vraiment bien adaptée à ce projet? Parce que la question de la diffusion, elle Elle est est énorme. aussi pour moi énorme. C'est-à-dire finalement, une des questions majeures et s'il y a d'abord qu'est-ce qu'on va mettre dans ce livre et comment on pense ce livre? Et puis la deuxième question, c'est pourquoi et pour qui on fait ce livre? Et quand on n'a pas de diffuseur, bah, c'est quand même vraiment un problème parce que c'est dur d'aller faire le tour des librairies de sa ville et de province et des grandes villes avec son petit sac de livres et voilà. Donc la diffusion, c'est important et puis l'éditeur, il est là aussi pour, parler du livre, pour, faire le tour des foires en France et parfois à l'international pour défendre le livre. Parfois, les éditeurs connaissent des journalistes et il y a de la presse. Donc voilà, j'ai vraiment l'auto-édition, c'est génial, ça peut être super de temps à autre sur des cas par cas, voilà. Mais l'éditeur, il est là quand même pour vous épauler, pour vous aider et il a vraiment un savoir-faire qui est assez fou. C'est pas un éditeur, il est pas juste là, parce que moi parfois j'entends des artistes qui me disent: «Ah ouais, mais moi je préfère faire tout seul parce que c'est plus simple». Non, en fait, l'éditeur, il peut vous apporter plein de choses positives. Donc je trouve que c'est bien de réhabiliter aussi, Le le rôle de rôle de l'éditeur, l'éditeur. voilà. Après l'auto-édition, voilà, il y a des expériences géniales, il y a des Oui, artistes est-ce que c'est pas aussi une nouvelle forme? Alors sans parler, tu disais aussi, hein, c'est un moyen de véhiculer, voilà, c'est un autre, objet en fait, c'est une autre voilà, manière de présenter son travail exactement. et Ça va parfois dans le livre-objet. Je connais aussi des artistes qui ont fait 100 exemplaires d'un livre-objet auto-édité. Alors évidemment, 100 exemplaires, c'est pas grand-chose. On peut les garder à la maison, on les distribue, on en vend quelques-uns, on les numérote. Et puis après, ils ont refait ce livre de manière, je vais pas dire industrielle, parce que quand on fait 800 exemplaires, c'est pas non plus industriel, mais voilà, ils ont adapté ce livre avec un éditeur et ils en ont fait plus d'exemplaires. Alors j'ai dit 100 exemplaires, mais souvent c'est plus 30 ou 50, on va dire. Et après, on a fait le livre avec un éditeur, de manière plus, bah, le livre mmh, est souvent un petit peu plus simple, mmh. mais néanmoins, il est diffusé et il est vu. Parce que pour moi, en fait, c'est comme quand on produit une expo, bah, si on montre un travail qu'une fois et qu'on n'arrive pas à faire tourner cette expo et voilà, pour moi, c'est une sorte un peu d'échec. Bah, pour moi, quand on fait un livre et que c'est juste les amis qui le gardent, voilà, c'est un peu dommage. Parce que moi, je suis pour la circulation des images, je suis pour la circulation des idées et c'est vrai qu'on a besoin de ce savoir-faire aussi, qui fait partie des savoir-faire de l'éditeur. Est-ce que tu vois un peu des tendances, genre rapidement des tendances de nouvelles formes d'édition? Bah, oui, on a beaucoup alors quand on parle d'auto-édition justement, alors ça c'est des petits objets justement, qui sont peut-être plus simples à faire pour les artistes et qui peut être un très bon moyen de faire, de faire tourner leurs travaux, de faire connaître leurs travaux. Ça peut être le fanzine, voilà, donc c'est vraiment des petits objets éditoriaux qui coûtent pas très cher à réaliser, dans lequel le texte est parfois absents même ou très peu présents, mais qui sont vraiment des petits objets qui peuvent être assez intéressants et qui permettent de faire circuler les images et le propos des artistes. On a aussi pas mal de journaux. Alors il y a des objets, éditoriaux qui sont assez intéressants. Moi, je montre toujours comme exemple, un photographe polonais qui s'appelle Raphaël Millar, qui est très, investi politiquement et qui a fait plusieurs fois des journaux justement qui sont, faits pour être exposés. C'est-à-dire, c'est des journaux qu'on ouvre et on a des images plein pot et l'idée, c'est qu'on puisse s'en servir comme manifeste dans la rue et coller les images dans la rue. Donc c'est un objet qui est C'est assez, atypique, intéressant. Donc quand je parlais de circulation des images, alors là, on parle d'édition et de circulation dans l'espace public. des images dans des librairies ou dans des, festivals. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est comment l'objet éditorial, quand on parlait de le transformer sur les CIMEZ, bah, c'est un objet éditorial qui vient un objet de circulation qui aide, l'image, à circuler dans l'espace public. Donc voilà, donc c'est souvent des projets assez politiques et revendicatifs, mais Raphaël Millar, c'est vraiment un photographe Mmh. qui est très investi sur ces questions-là. Donc il y a pas mal, d'objets comme ça. Il y a aussi le Leporello qui peut coûter cher, hein, quand même le Leporello, faut dire ce Dans qui sa est, prod, ouais. mais qui est aussi un très bel objet qui peut aussi, avoir la double casquette, de livre, mais aussi d'objet curatorial. C'est-à-dire qu'on peut l'utiliser dans une exposition et montrer la photographie sous la forme du Leporello dans le cadre d'une exposition. Donc moi, je suis assez friande de ce genre d'objets, qui sont peut-être, un peu plus
simples à réaliser, plus simples à transporter aussi, et qui peuvent être, on parle beaucoup de porosité, dans le discours ambiant, entre les médiums. Bah, là, on est vraiment à la lisière entre l'édition, la photographie, le commissariat, et c'est des objets qui sont, c'est un objet qui est poreux et qui peut, Mmh. traverser, les terrains de ouais, Ouais, c'est bref, ça. Ouais, enfin, merci. on va s'arrêter là d'ailleurs, mais c'est très beau l'image du Leporello. Juste, on va conclure parce qu'évidemment le temps passe. Je vais déjà demander s'il y a des questions dans le public. Bonjour, moi j'avais une question pour Lorraine et Abed. Comment on fait pour défendre un premier livre? Je pense que c'est peut-être un peu plus difficile que un second, troisième ou quatrième livre de photographe déjà plus installé. Donc comment on fait pour défendre un premier livre? Quand on est éditeur, pardon. OK. Merci pour cette question. Je pense que nous, on le fait un peu près de la même manière, mais l'idée, c'est, en tout cas avec Maëva, je pense que c'était vraiment de faire ça en intelligence avec le photographe. L'avantage aujourd'hui, c'est qu'on a les réseaux sociaux, au-delà de la presse et que, parmi les peut-être plus jeunes photographes et photographes, émergents, il y en a certains qui arrivent à avoir une communauté sur les réseaux sociaux qui est forte et fidèle, qui les suivent pas mal, que ce soit, voilà, sur, Instagram, Facebook, Snapchat et j'en passe. Donc l'idée, c'est que, en amont, enfin pendant même la conception, la fabrication du livre, on peut déjà défendre le livre finalement avant même qu'il soit fait, que ce soit avec, bah, je sais pas, des petites anecdotes sur la conception, la fabrication, des posts. Ensuite, si jamais on commence des préventes, c'est aussi une manière de défendre le livre en amont, de lui donner de la visibilité avant même sa parution. Après, en tant qu'éditeur, comme l'a dit, Emmanuel, bien sûr, on est en contact avec des journalistes et des médias, donc on fait nos dossiers de presse, on envoie ça, par email. On peut envoyer, si on a du budget, des petits booklets, par avance, voilà, aux journalistes ou, aux critiques, à tous ceux qui tiennent des blogs et font des recensions de livres. Je pense que finalement, ça se fait un peu de la même manière, sauf qu'on finalement, on crée le public en même temps que de créer le livre, si je peux dire ça de manière, simple. Je sais pas si tu as quelque chose à rajouter? C'est Vas-y, le oui. même procédé, mais nous, on a un processus, donc ben, un peu comme Leitmotiv, c'est on a les mêmes outils pour tout le monde. Ça veut dire qu'on voilà, les supports de com, on les utilise pour tous les photographes, qu'ils soient connus, inconnus, premier livre ou second livre. Il est vrai qu'après, c'est en fonction de l'importance du projet, du sujet. Il nous est arrivé de travailler avec des photographes de renom, et donc du coup, c'est les mêmes, le même procédé, mais c'est peut-être pas le même budget. Parce qu'on sait très bien que lorsqu'on a un photographe hyper connu, on peut se permettre de faire appel à un attaché de presse, voilà. C'est pas donné, hein, mais on sait très bien qu'il y a un retour, voilà. Le projet de Catel, donc on a fait, voilà, on a fait une démarche donc identique, et après on a utilisé aussi ah oui, il y a ça aussi, c'est-à-dire les photographes ici, ils ont aussi leur propre réseau qu'on utilise très volontiers. Parce que c'est un partage quand même, c'est-à-dire qu'il y a non seulement il y a l'éditeur, il y a l'expérience de l'éditeur, mais il y a la volonté et il y a la participation du photographe. Si le photographe souhaite participer même à la fabrication et aussi à la promotion, il peut le faire. Il n'est pas obligé, mais s'il a envie de le faire, il le fait, et c'est la bienvenue. Ouais, alors moi je voulais ajouter aussi, il y a tout, effectivement Instagram, clairement, c'est, maintenant, indispensable, et puis après il y a d'autres petits modules qu'on peut utiliser comme, les petites vidéos. Voilà, alors évidemment il y a le côté, on passe le livre, mais aussi les petites interviews. Je trouve que c'est assez important, et d'ailleurs de voir les visages des nouveaux, enfin voilà, des photographes émergents qui expliquent leur premier livre, c'est aussi voilà, un autre moyen de communiquer. En tout cas, ça peut élargir un peu l'audience. J'ai peut-être une dernière question, et après on va passer à l'annonce des lauréats des bourses du premier livre photo. Mais est-ce que vous auriez juste un conseil à donner à un photographe pour voilà, qui veut réaliser son premier livre photo, et c'est intéressant d'avoir le point de vue de l'éditeur et de l'artiste, voire de la commissaire. Un conseil, en fait, depuis que j'ai eu cette bourse, en fait, j'ai été contactée par des photographes. Et tu l'as dit un peu, Abed, en fait, c'est un
un dossier qui est assez long si on veut postuler à des bourses ou même ce travail-là, c'est assez long. Donc, il ne faut pas s'y prendre à la dernière minute. Donc, les gens qui nous envoient un mail la veille ou une semaine avant, etc., j'ai envie de leur dire, des fois, je réponds et je leur dis, ben, peut-être travaille un peu plus à ta relation avec ton éditeur et postule l'année prochaine et pas cette année, t'es pas prêt en une semaine. Mais on le sent, hein, Et, quand les dossiers sont faits en une semaine. et voilà, ça prend du temps. Et je profite aussi de cette question pour remercier des gens dans la salle qui m'ont vraiment aidée pour par exemple, pour la campagne de financement, j'ai appelé des amis qui étaient déjà passés par là et que, en fait, du coup, ils m'ont aidé à préparer ma campagne. Et ça, c'est pareil, c'est un métier. Et si on le sait pas, on lance pas une Vous campagne. avez fait une campagne de crowdfunding, c'est ça? Voilà. Et Il ça, y a c'est une méthodologie. quand ouais, même. voilà, il y a une méthodologie. On lance pas un truc comme ça et puis ça marche tout seul. C'est pas vrai. Ça marche pas tout seul. Donc merci. Moi, mon conseil, c'est juste de montrer son travail et de ne vraiment pas avoir ce frein à la monstration. Parce que en tant que jeune photographe, on est très souvent mis en concurrence avec des photographes qui sont plus installés. Donc on n'ose pas forcément peut-être proposer des choses ou faire des lectures de portfolio. De même envoyer une simple candidature, ça prend des proportions énormes, alors que qu'on soit pris ou qu'on ne soit pas pris, l'important c'est que le travail soit vu, c'est que le travail circule, c'est qu'on puisse oui, voilà quoi. Donc si j'ai qu'un conseil, c'est oser. Voilà. C'est très bien et c'est important ce que tu dis, absolument, parce que en fait, même si tu n'es pas lauréat, le travail, il circule parmi des experts, des professionnels et en fait, il y en a, on les garde en tête et on les retrouve peut-être 1 an, 2 ans plus tard pour un projet d'édition, une exposition. Donc, c'est vrai. Alors après, il faut bien le construire, hein, le dossier quand même, mais c'est vrai que c'est important de faire des lectures de portfolio, de faire des appels à projets, voilà, pour montrer son travail, pour se faire connaître. Tout à fait, je rejoins vraiment Maëva là-dessus, c'est d'oser. Après, de prendre son temps quand même. Donc, c'est l'idée pour les dossiers, mais même pour son travail. Alors, des fois, c'est vrai qu'on a envie d'aller vite. Bon, ça dépend si un sujet est lié à une actualité, bien sûr, ça prend tout son sens. Mais je pense que parfois, on a besoin de temps, on le voit, pour des projets qu'on nous envoie qui, comme on l'a pu le dire, n'ont pas encore leur maturité ou n'ont pas encore le matériel nécessaire pour faire un livre. Donc, je pense que des fois, on a envie de faire les choses très vite, un peu dans notre société de rapidité. Et je pense que c'est pas mal de prendre son temps. On n'a pas besoin de sortir un livre à 25 ans, même si voilà, c'est le cas de Maëva. Mais ce que je veux dire, c'est que voilà, on peut juste penser et poser les choses et les faire avec lenteur et réflexion. Ensuite, juste en tant que chargée d'édition, je demanderais peut-être alors quand je dis jeune photographe, c'est-à-dire jeune dans la profession, pas forcément par l'âge, hein, je ne veux pas faire de jeunisme, mais de s'intéresser au livre avant de vouloir en faire un, parce que le livre n'étant pas une exposition, voilà, il y a des projets pour lesquels il est adapté, d'autres moins. Il faut savoir quel est le message qu'on souhaite porter. Ensuite, si on veut faire un livre avec une maison d'édition, un graphiste, etc., c'est qu'on a une velléité, une volonté de partager quelque chose et de transmettre un message. Donc là, je distingue un peu du livre d'artiste qu'on peut faire pour soi et c'est parfait et c'est très bien. J'ai aucun problème là-dessus. J'aime beaucoup les livres d'artistes et les livres faits main. Pour un livre qu'on veut faire avec une maison d'édition, il faut penser exactement à qui on le fait, pourquoi on porte ce message, qu'est-ce qu'on veut amener dans le monde, qu'est-ce que l'on raconte du monde dans lequel on vit. Et dans ce cas, c'est bien, je pense, d'être curieux, d'aller lire, regarder de l'image, de toucher des objets livres et surtout de s'intéresser aux maisons d'édition auxquelles on s'adresse, de savoir à qui on s'adresse, de bien intégrer leur ligne éditoriale et je sais pas moi, leur vibes, on va dire ça comme ça. Voilà. Abed, je sais pas si tu as quelque chose à rajouter. C'est pas tout à fait des conseils, c'est que
Il est vrai que moi, je peux travailler avec des photographes, des jeunes photographes, que si ça se fait dans le temps. Il ne faut pas attendre le dernier moment où moi, je refuse les projets quand la veille, on m'envoie un dossier, on dit remplissez-moi le papier parce que je vais postuler à la bourse du premier livre. Bon, maintenant, comme on sait que, bon, j'espère que l'année prochaine, il y a encore ce dispositif. J'espère qu'il y On aura espère aussi, hein. plus d'argent ou Espère. plus de prix, je sais pas. Donc du coup, les photographes savent. Tu parles des photographes qui te sollicitent pour parce qu'il faut être en lien avec un éditeur, hein, dans le cas de Oui, cette oui. bourse du premier livre photo Eyes Wide Open. C'est vrai en fait, c'est aussi pour aider les éditeurs, hein, Oui, que cette bourse elle a été faite, réalisée et qu'elle est soutenue par le ministère de la Culture. C'est aussi pour aider les éditeurs, d'où le fait effectivement que vous recevez éditeurs parce qu'on envoie tous les photographes à la liste des membres du France Photobook et ils vous écrivent effectivement certainement la veille, pour certains en tout cas, pour vous proposer leur projet. Sinon, c'est de pouvoir recevoir les dossiers et que si nous sommes intéressés, on peut les contacter et après, il y a un long échange pour savoir si le projet est réalisable dans tous les points de vue artistiques, économiques et aussi Personnel faisable ou pas. Voilà. aussi. Donc voilà. Emmanuel, tu veux dire quelque chose pour finir? Tout a été un peu dit, donc je vais vraiment être très brève. Moi, je reviens juste sur l'importance de montrer ces images. Lecture de portfolio, c'est fait pour ça. Ne pas avoir peur. Un avis, comme j'ai dit tout à l'heure, un commissaire, un éditeur, un avis. Donc ne prenez pas pour argent comptant. Inspirez-vous de ce qu'on vous dit. Prenez ce qui vous intéresse dans ce que votre interlocuteur va vous dire et faites votre petite sauce, voilà, mais c'est toujours très important. Si vous êtes shortlisté ou si vous envoyez vos dossiers, ça c'est très important aussi. Parfois vous n'avez pas le prix, mais votre dossier est vu par des commissaires, par des éditeurs et c'est très important aussi parce que c'est la circulation des idées du projet, voilà, donc c'est souvent très positif. Et puis surtout, si vous êtes dans une démarche d'un livre, prendre son temps, je vais répéter un petit peu, et savoir pourquoi on se fait ce livre. Et ce qu'on a envie de dire, pour moi, c'est vraiment le nerf de la guerre. Voilà. Pensez le livre, pensez l'objet livre aussi, et trouver une adéquation entre l'extérieur et l'intérieur. Voilà. Eh ben, merci beaucoup. Merci à vous 5 pour cet échange riche et généreux. Alors rapidement, on va passer. Alors je vous explique. Non, bah je sais pas qui est là des membres du jury. Est-ce que alors bon, non, je fais une petite introduction en fait sur les bourses du premier livre photo quand même. Pourquoi on les a faites? Pourquoi on les a faites? Parce que justement, on a édité une photographe pour son premier livre et on s'est rendu compte à quel point c'était quand même compliqué, difficile de trouver des financements, surtout et c'est vrai qu'on n'en a pas parlé, c'était une de mes questions, mais sur les sujets un peu délicats qui sont pas forcément bankable, c'est d'autant plus difficile en fait d'éditer un livre et donc on a besoin d'aide. Et en fait, on a eu cette idée avec Vincent Marcellassi qui est au deuxième rang, qui était censé faire cette explication, mais qui a préféré filmer, de créer ces bourses du premier livre photo à travers notre association, donc Eyes Wide Open, qui, voilà, en fait, demande, c'est l'artiste, c'est le photographe qui soumet sa candidature en lien avec un éditeur français pour d'une part encourager en fait les éditeurs français, mais aussi les soutenir, mais aussi permettre de créer ce dialogue en fait. Alors maintenant il y a un peu d'abus effectivement où il y en a qui envoient des mails au dernier moment, mais c'est aussi un moyen pour le photographe de faire une démarche auprès d'un éditeur qui l'aura identifié en fonction de son sujet, en fonction voilà de la ligne éditoriale évidemment de l'éditeur, pour lui proposer ce projet et voilà. Et s'il est lauréat, et ben tant mieux, ce projet se fait et on l'a vu ici. Et si c'est pas le cas, ça va les filles, je vous dérange. Et si c'est pas le cas, et ben la discussion peut se faire, peut être prolongée après même les bourses. Elle peut continuer en fait et le livre se réaliser avec l'éditeur. Voilà, on l'a lancé en 2022. Là, on en est à la 3e édition. On est soutenu dans ce livre, pour ces bourses, par le ministère de la Culture, donc qui est plus sur la partie, on va dire, éditeur. Donc, on est très heureux et on espère que ça va continuer parce que si le ministère ne nous soutient plus, il y aura plus de bourses. Hein, on va
va être très clair. Et aussi un autre partenaire très important pour nous et qui a tout de suite aussi accepté, enfin, qui nous a soutenus dans cette démarche dès la première édition, c'est la SAIF. La SAIF qui, qui évidemment soutient plus la partie photographe. Donc, on a vraiment ce côté soutien photographe-éditeur. On a créé 3 catégories de bourses. La première, c'est la bourse dédiée à un photographe ou une photographe française ou vivant en France. Une deuxième catégorie qui est la bourse dédiée à une femme photographe, quelle que soit sa nationalité. Et une troisième bourse dédiée à des photographes issus du Sud global, des pays du Sud global. Pourquoi ? Parce que au regard de ce qui se passait au niveau du contenu des éditions, on s'est dit que c'était aussi un moyen pour des photographes issus de pays où il n'y a pas forcément cette organisation, ces structures d'éditeurs, etc., de pouvoir être visibles, en fait, de pouvoir proposer leurs projets. Donc, on parle de pays d'Afrique, on parle de certains pays d'Asie, des Caraïbes, etc. Donc, quelques propositions. Je veux dire que c'est pas évident aussi pour eux de se mettre en lien avec un éditeur français, mais voilà, on en a de plus en plus. Donc, ça veut dire que c'est possible et c'est encourageant. Et on passe aussi par des relais comme les instituts français pour diffuser l'information. Donc, on a cette 3e édition, on avait 6 femmes. Je dois le dire. C'était un jury très féminin avec Isabelle Habert qui représente la SAIF et on a le boss de la SAIF, Pierre Ciotte, avec nous. Merci d'être là comme donc partenaire. On avait Sandrine Hérol qui est donc la chef du département de la photographie par intérim qui était aussi là. On est dans les murs de l'ENSP. On avait le plaisir d'être aussi avec Véronique Souben, la directrice de l'ENSP, qui a aussi une approche vis-à-vis de l'édition très importante et qui a à cœur de développer ça au sein de l'école. Et on avait aussi Jeanne Mercier, qui est commissaire indépendante et qui a notamment fondé Africa in Visu, qui est donc un magazine en ligne sur les photographes d'Afrique. Alors, on va commencer par le Sud global avec Divya Kovaschi, qui est une photographe indienne et qui est publiée chez Choses Communes. Alors, c'est un peu la semaine de Choses Communes et je suis très heureuse, Cécile, que tu sois là pour représenter. Tu es directrice de Choses Communes. Alors déjà, je suis très heureuse pour Divya, parce que c'est vrai que c'est un projet, ça s'est fait de façon assez intéressante. Du coup, c'était bien parce que j'ai entendu la fin de la conférence, donc c'était intéressant de vous écouter. Et pour le coup, c'est pas un projet qu'elle nous a proposé, mais plutôt que nous, on a proposé, du coup, pour la bourse. En fait, j'ai rencontré Divya il y a presque un an, en septembre dernier, parce que j'ai donné un workshop à New Delhi avec une fondation qui s'appelle Mercy Nayak, et avec l'idée en fait, on a construit ce workshop ensemble, mais avec l'idée de pouvoir donner l'opportunité à des photographes indiens issus plutôt de très petites villes ou villages, donc vraiment pas des... Enfin, après, il y en avait peut-être un ou deux de Delhi, mais je veux dire, l'idée, c'était vraiment de donner l'opportunité à des gens qui ne peuvent pas nécessairement montrer leur travail facilement et qui sont donc émergents, qui donc n'ont jamais publié. Et c'était vraiment le nom du workshop, c'était Image Assembly, avec l'idée de comment on travaille un editing, comment on travaille une séquence en vue de publier. Donc en fait, l'aboutissement, c'était une maquette. Alors le workshop a duré une semaine, donc évidemment, on n'a pas fait de maquette en une semaine, mais c'est un workshop sur le temps long, c'est-à-dire qu'on a commencé en janvier. Et pendant plusieurs mois, donc avec des sessions Zoom, etc. Et après, le workshop à Delhi, c'était un peu le clou du spectacle, comme ça, de passer une semaine ensemble. Donc ça s'est quand même fait sur plusieurs mois. Et donc ils étaient, je crois, du coup de mémoire, je vais dire n'importe quoi, mais je dirais 8 ou 10. Et c'est vrai que le travail de Divya, moi, m'a vraiment plu. Je trouvais que c'était quelque chose que j'avais jamais vu vraiment avant. Pas comme ça, parce que c'est vrai qu'on voit quand même beaucoup de photographies d'archives, de famille, etc. Bon, ça, c'est pas vraiment nouveau. Déjà, il se trouve que c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup parce que moi, l'intime, la famille, c'est vraiment dans notre ligne éditoriale, donc forcément, c'est quelque chose qui me parle. Elle avait que quelques autoportraits, tout au début du projet, en fait, il y en avait vraiment peu. Et on l'a vraiment poussé parce qu'on trouvait que c'était ce qu'il y avait quand même pas ce qu'il y a de plus intéressant, mais c'est vrai que c'est ce qui rend la force, qui donne la force au travail. Et en fait, on l'a vraiment orienté pour qu'elle en fasse plus, en fait, qu'elle puisse raconter son histoire familiale. Donc, c'est quand même un projet phototexte, je le précise,
précise parce qu'il y a quand même beaucoup de textes. C'est où elle raconte en fait l'histoire de sa famille un peu rocambolesque, un peu faux-folle, où elle reprend vraiment des décennies avant, quoi. Et en fait, elle rejoue certains personnages de sa famille. Donc en fait, les autoportraits, c'est qu'elle voilà, elle réincarne sa tante, sa vieille grand-mère, enfin voilà, des gens de sa famille. Et c'est vrai qu'on a vraiment senti il y a eu un peu un déclic, quoi, parce qu'à un moment donné, par exemple, elle parle de la collection, enfin c'est juste un exemple, mais de la collection de peignes qu'avait sa grand-mère et toujours dans son sac à main, etc. Et puis en fait, elle montrait les peignes, quoi. Enfin, il y avait une photo comme ça, comme une nature morte avec tous les peignes. Et puis moi, on disait, ben ok, mais c'est pas, enfin tu vois, enfin qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi ce peigne? Enfin pourquoi tous les peignes? Pourquoi pas un peigne plus qu'un autre, etc. Et on lui dit, mais regarde, tu fais des autoportraits, tu devrais toi faire une photo avec ces peignes. Et du coup, voilà, il y a eu vraiment des allers-retours sur plusieurs mois où elle a fait, elle a plus incarné son travail et la façon de raconter son histoire à travers l'autoportrait. Donc voilà. Donc après, elle a fait sa première maquette qui a été imprimée en Inde. Chez un imprimeur indien qui par ailleurs est très bien et que du coup voilà qui a été enfin là elle voulait pas envoyer je crois hein, parce que c'était des photos vous avez pas vu la maquette physique hein non vous avez vu le PDF ouais enfin, et que dire d'autre oui enfin ça fait partie de ces projets où même si on a quand même déjà beaucoup travaillé parce qu'on revient de enfin c'est pas qu'on revient de loin c'est que c'est normal c'est des gens qui vraiment partent de rien c'est-à-dire qu'ils ont quelques images comme ça mais c'est pas ils ont jamais été guidés pour ça non plus donc déjà je trouve que c'est assez remarquable d'en arriver là pour des personnes qui n'ont pas forcément ni les outils, ni les ni le bon entourage en tout cas au quotidien pour le faire. Mais vraiment, enfin moi j'ai voulu qu'on le présente parce que je sentais que déjà forcément je voulais le publier, mais aussi parce que je sens qu'il y a encore du travail, mais dans le bon sens, enfin dans le sens où justement si tu te dis tiens si on l'a, on va pouvoir aller le revisiter, etc. Et de toute façon c'est vrai que c'est quelque chose qu'on fait toujours, même quand, enfin pour donner un exemple très récent, parce que là on a publié le livre de Florence Kousskieri, qui était le lauréat, dont la maquette était lauréat du prix du Demi Book Award l'année dernière. Donc là, il vient de sortir. Et c'est vrai qu'on l'a. Après, c'est pas nous qui avons accompagné le Demi, parce que le Demi, c'était indépendant. Elle l'avait vraiment déposé. Voilà. Mais après, elle a voulu le faire avec nous. Et en fait, on a complètement tout revisité. Donc, c'est vrai que là, on va pas revisiter à ce point-là, parce que j'ai quand même suivi le processus. Donc, je trouve que le format fonctionne, côté roman, etc. Enfin, parce que ça, c'est des choses que nous, on a dites. Donc, on va pas les changer. Mais plus sur l'editing, voilà, je vois comment le dialogue, même archive, photographie, texte, comment, voilà, je vois très bien ce qui peut être encore fait. Mais voilà. Écoute, bon courage, on a hâte de voir. Donc normalement 26. 2026, ouais. Voilà. Je pense fin 2026. Je pense plutôt Paris Photo, je pense. Ouais. Comme ça. Enfin, je sais pas, je dis ça, je suis en train de réfléchir à mon programme mais je suis plutôt deuxième partie d'année, ouais. Bon, écoute, bravo. En tout cas, merci beaucoup pour ces explications. Et bravo encore, hein, parce que tu as aussi gagné avec... alors, rappelle-moi le livre, parce que je vais pas y arriver. Le livre de Vuyo Mabeka, Popuas, qui a gagné le prix du livre d'auteur cette année. Donc, bravo, chose commune. Hein, et bravo pour ce beau travail. Hein. Merci. Alors maintenant, le prix Saïf, donc, de photographe français vivant en France. Je te laisse l'annoncer. Alors, il s'agit de Valentin Valette pour Ashes of the Arabian Pearl. Voilà, Ashes of the Arabian Pearls. Des éditions Basalt. Alors c'est marrant parce que Basalt édition on regarde vraiment tout, hein, on demande les budgets, on demande parce qu'il y a toujours la cohérence avec le budget, la cohérence évidemment du propos, etc. Et Basalt édition, je me disais mince mais c'est qui, je connais pas. Et en fait ils viennent juste de se créer en 2025, donc c'est une toute jeune maison d'édition. Qui est créée par notamment Mathilde Galbert, qui est à la librairie Sans Titre à Paris. Et voilà, donc on trouve que c'est aussi une bonne manière de leur donner aussi même si on adore vraiment, on a beaucoup aimé le sujet et la proposition de Valentin Valette, c'était aussi un moyen de donner un coup de pouce à cette toute jeune maison d'édition. Donc ni l'un ni l'autre sont là pour remporter le prix. Et enfin, la lauréate bourse Femmes photographes, toutes nationalités confondues. Eh bien, je suis ravie d'annoncer que c'est Juliette Pavie pour son travail Spirale, édité par Four Eyes. Et qui a été aussi assez... Enfin, il y avait deux sujets qui nous a vraiment tenu à cœur. Et c'est vrai que ce sujet sur la stérilisation au Groenland
qui a été extrêmement documentée. C'est une énorme enquête, voilà, et qui qui va se faire en livre, nous a beaucoup touché. Et la maison d'édition Four Eyes, pareil, une découverte pour moi. Alors je sais pas si les éditeurs sont là. Ah bah si, bah voilà, ah bah génial. Juliette est là. Ah bah Juliette est là, pardon, excuse-moi, je savais même pas en fait. Juliette et les éditeurs, bah ce serait intéressant de vous rencontrer. Parce que voilà, moi je ne se connais pas. Bravo, Juliette, on est vraiment bravo. Bonjour, merci beaucoup, c'est gentil. Et merci à la Safe aussi. Oui, c'est l'occasion de vous dire quelques mots sur ce projet de livre, donc avec Four Eyes Éditions, donc William et Egan qui m'accompagnent sur ce projet. Donc c'est une enquête photographique sur la stérilisation forcée des femmes au Groenland. Donc ces stérilisations ont eu lieu dans les années 60-70, à l'époque de la colonisation danoise. Et le livre, ça fait 3 ans moi que je travaille sur ce sujet au Groenland. Et le livre, c'est vraiment une enquête photographique. Donc l'idée, c'est d'intégrer à la fois les photos que je fais depuis 3 ans, donc des photos plus documentaires, des portraits de femmes, des témoignages, des ambiances, mais aussi il y a tout un travail de documents, d'archives, donc avec des papiers différents, des choses comme ça. Donc là-dessus, c'est vraiment Four Eyes qui m'a aidé sur toute la conception graphique aussi. Peut-être que vous pouvez en parler rapidement. Déjà, félicitations Juliette, on est extrêmement fiers de gagner ce premier prix. Donc on gagne, la maison d'édition existe depuis 1 an et demi, donc on est tous jeunes. Avec Egan, on se connaît depuis une dizaine d'années, on est tous les deux aussi photographes. Donc on voulait créer aussi une structure qui permettait de défendre des visions d'auteurs, des projets qui sont parfois très difficiles à porter en édition, comme un projet documentaire et aussi d'intérêt général. Je sais pas quoi dire d'autre en tout cas, mais le livre, en fait, Juliette, elle a fait beaucoup de boulot. En fait, tout était là. Généralement, c'est vrai que on se retrouve souvent, accompagne souvent les auteurs sur certains points. Juliette, c'était déjà extrêmement mature et extrêmement abouti. Ce qu'elle nous a présenté, on n'a pas vraiment eu. Enfin, moi, j'ai senti qu'il n'y avait pas non plus grand-chose à faire, entre guillemets. Il y avait, tout était là, les idées elles étaient posées. Juliette savait exactement ce qu'elle voulait en termes de livre. Voilà, le design a changé depuis qu'on a aussi présenté le projet. On a continué le projet, on a fait plein de couvertures différentes. On a fait des recherches aussi pour avoir un objet qui reste aussi accessible. Souvent aussi, il y a des réalités où, à cause du prix de l'énergie, de la guerre en Ukraine et plein d'autres crises, les prix du papier aussi ont aussi flambé. On veut faire un objet démocratique, accessible, d'intérêt général, et surtout parce qu'il est extrêmement bien documenté. On va le faire en plusieurs langues. Il y a énormément de témoignages dedans. Il y a plein de papiers différents. On veut qu'il reste quand même accessible pour un livre d'art. C'est extrêmement important pour la portée du projet. Depuis en fait le moment où on a déposé le dossier pour cette bourse, on a quand même bien avancé. C'est assez efficace avec vous. Et donc là, en fait, on a déjà la couverture, une très maquette. Donc la couverture, on part sur une couverture plutôt rigide, avec vraiment ce côté enquête qui est très présent. Et on a repris aussi au dos, en 4e de couverture, donc la fameuse spirale, donc, qui a servi à stériliser les femmes à l'époque. Et on a déjà commencé, pour avoir une première partie du financement, à faire les préventes du livre, donc qui nous aide à financer les coûts d'impression. Et donc il est déjà disponible en précommande si ça vous intéresse. Nous, ça nous permet de nous aider aussi à financer l'impression avant la publication. Et donc l'impression est prévue en septembre et la publication, la distribution début octobre. Donc ça avance. Je crois qu'en octobre, tu as un événement aussi, tu as plusieurs événements en Bretagne sur lesquels on va présenter le bouquin. On va bien sûr essayer de le distribuer, on va le montrer au Japon en décembre. On va pas mal voyager avec ce livre, on va le distribuer aussi aux États-Unis via un distributeur et voilà, on va faire le maximum pour le distribuer. Merci beaucoup en tout cas. Vous avez un distributeur aux États-Unis. Waouh, incroyable. Ouais. Alors attendez, les éditeurs là, vous êtes pas. Il y a 2 semaines, ouais, c'est bon. Ah ouais. Ouais, c'est bon. Ah bravo. Ouais, vraiment, on est très contents, mais on essaie beaucoup de faire tous nos livres en 2 langues en fait, pour justement, parce que ça nous semble important de partager ce travail-là le plus largement possible, mais aussi par contrainte économique pour avoir plus de personnes à toucher tout simplement. Et sur des sujets où ce sont des sujets à l'étranger, ça nous permet aussi de les partager aux personnes que ça concerne, plus largement tout simplement. Et voilà, bravo Juliette en tout
tout cas, c'est merci de nous avoir fait confiance. On est très, 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 très contents. C'est un ouvrage, même techniquement, qu'on a vraiment hâte de voir imprimer parce on est des jeunes éditeurs, comme on disait, on essaie beaucoup de choses aussi. Et sur celui-là, je pense qu'il aura quelques particularités assez intéressantes. Et voilà, on espère que ça rendra hommage au très beau travail de Juliette. Merci. Et je voulais peut-être rajouter sur le côté langue. Donc là, le livre est imprimé en français, en anglais pour qu'il soit vraiment accessible. Et justement, on cherche encore des financements et ça fait partie aussi, cette bourse des financements. L'idée, c'est aussi d'avoir un livret de traduction en groenlandais, donc pour qu'il soit aussi accessible sur place. Donc ça nous aide beaucoup. Important. Merci. En 2022, j'ai commencé à travailler au Groenland, un territoire autonome du Danemark. C'est parti d'une brève que j'avais lue dans la presse qui mentionnait ces stérilisations forcées. Je suis aussi rentrée en contact avec Naya Libert, la première femme à avoir témoigné de cette stérilisation forcée. Ces femmes me racontent que lorsqu'elles avaient 12-13 ans, elles ont été emmenées lors d'une visite médicale sans aucune explication, sans leur consentement. Elles ont été emmenées à l'hôpital pour se faire poser ces fameuses spirales. On parle aujourd'hui de plus de 4500 spirales qui ont été posées. Pour la plupart d'entre elles, c'était la première fois qu'elles racontaient leur histoire. C'est des récits qui sont intimes, qui sont douloureux et qu'on confie pas facilement à n'importe qui. Pour moi, c'est un sujet qui est essentiel. Il traite vraiment de questions fondamentales, l'appropriation du corps des femmes, la question des dominations coloniales. Ce livre, c'est vraiment un hommage à ces femmes inuites, un espace où elles peuvent exister pleinement. Eh ben bravo et merci beaucoup. Bravo à vous trois. Et merci à vous tous d'être restés jusqu'au bout. Et longue vie au livre photo, j'ai envie de dire. Hein